Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition de la dernière ère que nous débutons par ces communiqués du secrétariat général du ministère en charge de la santé publique. Les résultats des examens virologiques de ce jour 2 mars 2021 se présentent comme suit: 8 cas positifs, dont 0 chez les demandeurs de tests PCR pour voyage et 8 cas chez les alertes sur 208 tests réalisés à la COVID-19, dont 3 cas de sexe féminin et 5 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit: 1 cas au niveau de la région d'Agadez, 3 cas au niveau de la région de Niamey, 1 cas au niveau de la région de Zender et 3 cas au niveau de la région de Tawa. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Sur 81 440 personnes testées, 4 799 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 348 guéris, 175 décès, 276 cas actifs, 21 en hospitalisation, dont 0 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus des cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict des mesures prises: le port de masques, le lavage de mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectées en toutes circonstances. Pour toute information, appelez les 15 ou les 93 59 18 à 02. Depuis la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle, le président élu continue de recevoir des messages de félicitations des personnalités à travers le monde. Les derniers émanant du président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, et du docteur Youssouf Ben Ahmed, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Ce dernier a condamné les actes de destruction des biens publics consécutifs à la proclamation des résultats. Il a aussi exprimé sa grave préoccupation face à ces actes sans précédent dans l'histoire politique du Niger. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu public le samedi 27 février 2021 un communiqué de presse. Il est relatif aux manifestations qui ont procédé à la proclamation des résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel du 21 février 2021. La CNDH, à travers ce communiqué lu par le président Khalid Ikri, fustige les violations graves des droits de l'homme et de la liberté de la presse constatées au cours de ces manifestations. Nous les écoutons. Notre pays a organisé le dimanche 21 février 2021 le second tour de l'élection présidentielle qui s'était déroulé dans un climat apaisé et de sérénité. Un comportement citoyen qui honore le peuple nigérien. C'est le lieu ici de féliciter l'ensemble du peuple nigérien qui, tout comme au précédent scrutin, a su faire preuve de sa maturité politique à la grande satisfaction de la CNDH qui, à travers son comité des sages, avait mené des missions de sensibilisation partout dans les régions et à travers les médias publics et privés pour la tenue d'élections apaisées. Pourtant, le 23 février 2021, contre toute attente et consécutivement à la proclamation par la CENI des résultats globaux provisoires, des groupes de jeunes filles et garçons se sont adonnés de façon délibérée à des actes de vandalisme ciblés contre des édifices publics et privés, ainsi qu'à des actes de menaces et d'atteinte à l'intégrité physique à l'encontre des paisibles citoyens dans la ville de Niamey.
Ces attroupements avaient pris naissance aux alentours du rond-point Gadafawa avant de s'étendre sur d'autres points névralgiques de la capitale et certaines villes du pays. Les bilans matériels et humains sont considérables. 2 morts et plusieurs blessés, plusieurs véhicules de l'administration et ceux appartenant à des particuliers caillassés ou incendiés, des boutiques pillées, des numéraires frauduleusement soustraits et des habitations appartenant à des personnalités incendiées, dont celle du journaliste correspondant en français du RFI. Tout ceci constitue des graves violations des droits de l'homme et des libertés de la presse. Aussi, profondément préoccupée par cette situation inédite, la Commission nationale des droits humains, CNDH, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence et de vandalisme perpétrés par ces groupes d'individus. En effet, de la conférence nationale souveraine à nos jours, soit en 30 ans de démocratie, le Niger a organisé plusieurs scrutins, tant référendaires, locaux, législatifs et présidentiels. Mais il n'a jamais connu un tel regain de fractures sociales, de haine et de violence en matière électorale. C'est pourquoi la CNDH lance un appel pressant, d'abord à l'endroit de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, épris de paix et de justice, afin qu'ils s'abstiennent et bannissent tout comportement contraire à l'état de droit et à la cohésion sociale. Le Niger est une nation dont ses composantes sont animées par une réelle volonté commune de vivre ensemble, un moule dans lequel sont censés se fondre et se cristalliser toutes les filles et tous les fils de notre pays. Notre histoire sociopolitique le confirme. Lance également un vibrant appel aux 2 candidats arrivés en tête du second tour de l'élection présidentielle afin qu'ils privilégient chacun les voies de recours légaux comme seul et unique moyen de règlement des contentieux électoraux et qu'ils invitent également de façon solennelle leurs militants ainsi que ceux de leurs partis alliés respectifs au calme et à l'apaisement. La démocratie et l'état de droit ne peuvent jamais s'accommoder d'un recours à la justice privée et à la violence. Demande aux forces de défense et de sécurité de faire preuve de mesure et de professionnalisme pour un maintien de l'ordre respectueux des droits de l'homme. Demande aux autorités judiciaires que force reste à la loi et rien qu'à la loi, en mettant toujours en avant le respect des droits de l'homme. Enfin, demande à l'État de mettre en place une commission indépendante de collecte des dégâts commis afin que les victimes puissent être indemnisées. En outre, la CNDH présente ses condoléances et sa compassion aux familles endeuillées. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Réuni ce jour 2 mars 2021, le Conseil national des personnes âgées a livré également une déclaration afin d'appeler l'ensemble des Nigériens à un apaisement, mais aussi et surtout à prôner la quiétude sur toute l'étendue du territoire national. Les événements du 23 février sont des actes qui ne doivent plus être posés. De ce fait, le Conseil national des personnes âgées en appelle à toutes les couches socio-professionnelles à un Niger de paix. La déclaration avec la secrétaire générale adjointe du Conseil national des personnes âgées. Le Conseil national des personnes âgées du Niger attire l'attention de l'ensemble des Nigériens
et nigérienne sur la situation d'insécurité que connaît la sous-région depuis plusieurs années, consécutivement aux attaques djihadistes qui ont endeuillé beaucoup de familles. Le Conseil appelle tous les acteurs de la classe politique, la société civile et toutes les principales couches sociales au calme et à la retenue afin de trouver très rapidement une solution par les voies de recours légales. Ce qui permettra à notre pays de retrouver la paix et la cohésion qui ont toujours caractérisé ces populations qui, en dépit de leur diversité, vivent dans l'harmonie et la parfaite symbiose depuis toujours. Le Conseil a constaté avec regret et amertume que la plupart des actes de vandalisme et de pillage des biens publics et privés ont été perpétrés par des mineurs. De ce fait, le Conseil demande aux parents d'assumer toutes leurs responsabilités par rapport à l'éducation de leurs enfants qui peuvent être manipulés et entraînés dans des actes de vandalisme. Invite toute la population nigérienne à cultiver la quiétude, la paix et la tolérance, valeurs qui ont toujours caractérisé notre société et prônées par notre religion. Enfin, le Conseil adresse ses condoléances aux familles et parents endeuillés suite à ces malheureux événements. Que la terre leur soit légère. Amen. Les récents événements post-électoraux nous amènent à rappeler que les édifices publics sont des patrimoines communs à nous tous. Nous devrons les entretenir et les sauvegarder. C'est un reportage de Mariama Ibrahim et Youssouf Samaïla. Il est très important pour tout citoyen de se rendre à l'évidence que les biens publics sont des biens communs et qu'il faille préserver et sauvegarder à tout prix. Dans un esprit de citoyenneté responsable, nous devrons faire bloc autour de ces biens, quel que soit le degré de la manifestation qui permet d'occuper les espaces publics. Nous estimons qu'au XXIe siècle, il y a des voies de recours, il y a des méthodes pacifiques pour se faire entendre. Parce que lorsque vous engagez une lutte, à partir du moment où vous utilisez la violence, la lutte perd toute crédibilité. Des biens publics ont été saccagés, des biens publics qui, vous le savez, sont sacrés. Nous avons tous l'obligation de les protéger. C'est des biens privés aussi qui ont été saccagés. Des pauvres qui se sont souvent endettés auprès des banques pour asseoir leur entreprise, ont vu tous leurs biens volés en l'air. Je pense qu'il va falloir que notre jeunesse se ressaisisse. La destruction des biens publics que vous voyez aujourd'hui, par exemple les goudrons, les ronds-points, tout ça là ont été construits par les contribuables. Ce qu'on a contribué, des impôts, nos parents et nous-mêmes. Donc je pense bien que nous allons les conserver quelle que soit la situation. Donc nous allons mettre tout sentiment, nous allons mettre toute position à l'écart vraiment pour conserver ces acquis. Quand on saccage ces biens, c'est avec nos propres fonds qu'ils seront reconstruits. Et par la suite, l'on vient se plaindre des mauvais états des infrastructures et dire que le gouvernement n'a rien fait. Manifester pour réclamer, c'est un droit. Mais le faire dans les normes, c'est encore mieux. D'où cet esprit de suivisme. C'est nous qui avions contribué pour que l'État arrive à faire ces goudrons, ces infrastructures en grosso modo. Donc je pense bien que ça c'est un bien qui nous appartient à nous tous. Ensemble nous allons les conserver. Donc je pense bien que ce n'est pas un bien pour un parti politique, ce n'est pas un bien pour le gouvernement, ce n'est pas un bien pour le président de la République, c'est un bien commun pour nous tous. Donc nous allons les conserver ensemble. On se fait en fait du mal nous-mêmes. De tout temps, les casses, les violentes manifestations ne datent pas du mardi dernier. Mais par le passé, les gens ont fait pire. Mais à quoi ça a servi? Qu'est-ce que ça a changé? Les gens finiront toujours par s'asseoir et dialoguer. Il faut avoir la force des arguments et ne pas utiliser l'argument de la force. Ça n'a jamais servi dans n'importe quel autre pays. Donc ce n'est pas au Niger que cela va changer quoi que ce soit. Donc vraiment, j'invite
notre jeunesse a plus de responsabilités, a plus de retenue. Les marches, elles sont autorisées lorsqu'elles sont pacifiques. Le Niger est un pays avec des lois. Quand on réagit de la sorte, on ne ressemble pas aux personnes civilisées. Ces édifices sont construits à grands frais. Il est très important de s'approprier les biens publics afin de faire profiter les générations à venir en multipliant les investissements dans d'autres secteurs. Sur tout autre plan, à Agadez, le gouverneur Sadou Saloké a présidé ce matin une réunion de travail avec les membres des organisations du système des Nations Unies. Le point avec Assadek Al-Gabi et Bachir Harouna. Cette délégation est composée de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Louise Aubin, Ataher Maïga de la FAO, Anna Blanche Melanga de l'OMS, Barbara Rix de l'OIM et de COPI en tant que partenaire de mise en œuvre. Il s'agit à travers cette rencontre d'établir un contact avec les autorités régionales et de constater les investissements faits dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes financés par le système des Nations Unies dans la région d'Agadez, ce qui a donné droit à l'assistance à une projection sur la présentation des différentes spécificités de la région en termes de défis, mais aussi en opportunités. Les expertises des agences des Nations Unies pourraient se pencher plus longuement sur le besoin de modernisation de certains équipements et travaux dans la région pour faire face des défis qui se cumulent, que ce soit des défis climatiques, sécuritaires, migratoires, mais aussi sanitaires, avec une priorité donnée aux jeunes, à l'éducation. Nous allons nous pencher sur ces aspects de programmation à plus longue durée, mais qui tiennent compte de l'évolution des défis et des opportunités de cette région, pour pouvoir conclure sur certaines orientations qui vont marquer les programmes à venir cette année et dans les prochaines années. Soulignons que le gouverneur Sadou Saloké, par la suite Mohamed Anako, président du conseil régional, ont à tour de rôle intervenu pour donner des pistes de solutions à envisager pour développer une synergie plus solide afin de toucher du doigt les principaux défis que connaît la région d'Agadez, notamment les questions relatives au Covid, à l'éducation, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'hydraulique, le pastoralisme, les inondations, les ouvrages, la migration irrégulière, la situation humanitaire. Entre autres, les représentants de ces différentes organisations du système des Nations Unies ont noté avec satisfaction la disponibilité des autorités régionales en partenariat avec les services déconcentrés de l'État à œuvrer dans une dynamique à même de produire plus de résultats en prenant compte leurs observations dans la conduite des programmes tant bénéfiques pour les populations bénéficiaires que pour leur propre visibilité. Une remise officielle de cadeaux ainsi qu'une photo de famille a sanctionné la cérémonie. Parlant du symbole pour croire à ce journal, qu'est-ce que c'est le symbole et pourquoi il a été instauré à l'école dans les années 50? Éléments de réponse dans ce reportage signé Moussa Nouma et Khadija Touzada. Initié dans les années 50 et 60, le symbole qui consiste à soustraire la langue maternelle à l'école pour permettre à l'élève de mieux s'exprimer en français est tombé en désuétude de nos jours. On a forcé pratiquement les élèves à les soustraire de leur langue maternelle pour parler le français, ce qu'on appelle une espèce d'immersion linguistique. C'est-à-dire que vous départissez de votre langue maternelle pour parler le français. Symbole, pourquoi? Parce que quelqu'un qui a cet objet a enfreint à une certaine règle, cet interdit-là à l'école. Je parle de l'école primaire, pas d'autre chose. Même si vous n'avez pas le bagage, c'est-à-dire le vocabulaire nécessaire de vous exprimer, on vous oblige à le faire. Quels sont les avantages et les effets négatifs à enregistrer au temps du symbole? C'était le procédé qui était mal fait.
Parce que normalement, maître et élève devaient faire une espèce de cérémonie, de jeu ludique pour prévenir tout le monde qu'à partir de ce moment, que dans certaines limites, il ne faut plus parler la langue maternelle, mais il faut parler français. Ceux qui, par oubli ou bien par refus, parlaient la langue maternelle, on dit qu'ils ont enfreint à cette règle-là. On leur donnait ce qu'on appelle le symbole. Ici, vous avez un tableau. Dans ce tableau-là, quand vous voyez la balance, ça dit justice, n'est-ce pas? C'est le symbole de la justice. Ici, la colombe avec son rameau d'olivier, c'est le symbole de la paix. Ici, quand vous êtes dans la rue, vous voyez ça, vous savez que vous êtes devant une pharmacie. Donc le symbole, c'est pour témoigner de quelque chose, ça veut dire une idée de quelque chose, cette convention, cette entente, vous avez enfreint à la règle, donc on vous remet le symbole, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que une autre personne ou un autre élève enfreigne aussi à cette règle qui lui remet le symbole. Mais ce n'était pas fait pour effrayer l'élève, mais pour l'inciter à parler français. Mais ça a des effets négatifs parce que certains enseignants étaient plutôt un peu trop sévères. Donc c'était une punition qu'on infligeait aux élèves. Et pour beaucoup, ça fait un blocage. Si ça a eu des avantages, ça a eu des inconvénients aussi chez certains élèves qui étaient plutôt bloqués et qui n'arrivaient pas à s'exprimer à cause de la sévérité du maître. Si c'est bien utilisé, ça peut avoir un impact positif chez l'élève, ça peut l'inciter à parler français. Mais si c'est mal fait, il peut avoir des blocages chez beaucoup d'enfants. C'était une activité ludique, c'était un jeu, une entente entre les élèves et leurs maîtres. De nos jours, avec l'avènement des médias, le symbole n'a plus d'importance car le français est devenu une langue courante, selon toujours Al-Mokhtar Issifi, instituteur à la retraite. C'est ici que s'achève ce journal. C'est également la fin du programme de Télé Sahel pour demain à partir de 10h précises pour un nouveau programme du jour. Bonne soirée.